Nous sommes au cœur de la campagne normande. C'est ici, au milieu des parcelles agricoles, que se trouve le Jardin Plume, un lieu poétique et subtil à l'avant-garde des jardins dits au naturel. C'est en 1997 que Sylvie et Patrick Kibel s'installent à Auzouville-sur-Ry, sur les terres d'une vieille ferme normande. Sur quelques impressions, ils décident que ce verger de pommiers sera la page vierge de leur nouveau projet. À cette époque, les jardins normands célèbrent encore les parterres classiques et les massifs roses et bleus d'hortensia. Mais Patrick et Sylvie ont une autre idée en tête. Ils rêvent d'herbes folles, de graminées flottantes, de fleurs sauvages et de miroirs d'eau. Un jardin nourri d'émotions, comme un prolongement de la campagne environnante. Ainsi commencent 20 années d'un jardinage espiègle pour donner vie à ce lieu étonnant, à la fois gracile et maîtrisé. Nous le découvrons aujourd'hui en compagnie d'une Green Team amoureuse des graminées. Sylvie et Patrick Kibel, les propriétaires et concepteurs de ce jardin, leur jardinier Sébastien Damiens, Martine Berg, ethnologue du fleurissement, et Hervé Brunon, historien des jardins et du paysage. Il y avait quelque chose qui nous a vraiment séduit, c'est qu'il y avait des moutons sur le terrain. C'était un endroit très très plat, avec une grande ouverture sur le sud qui allait jusqu'à la forêt. Et le lieu était beau, même avant de faire quoi que ce soit. Et puis ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait rien sur le lieu, pratiquement rien. Donc très souvent, quand on arrive sur un lieu, il faut défaire pour refaire. On voulait vraiment s'exprimer de façon très libre. Donc le fait qu'il n'y ait rien, c'était un atout. C'est ça qui nous a séduits. Au cœur des 3 hectares du Jardin Plume, le verger est l'élément central, partant de la maison pour rejoindre la campagne. De part et d'autre de cet axe nord-sud sont disposés différents jardins thématiques aux compositions végétales surprenantes. Chaque saison a sa partie réservée dans le jardin. Ici, c'est le jardin de printemps. Et là, on est aux alentours de la mi-juin et on est à un moment où, tout doucement, on va passer du printemps à l'été. Donc, on est un peu sur la fin de certaines floraisons. On a quand même ce petit géranium là qui s'appelle Géranium asphodéloides. On les laisse plus ou moins s'installer. C'est-à-dire que, par exemple, si vous regardez bien, là, il y a ce géranium, qui est Géranium asphodéloides, et en dessous, là, il y a une astrance qui vient là. Vous voyez, ça, c'est une astrance. Donc de temps en temps, il faut savoir, sur des plantes qui ont tendance un petit peu à pousser pas mal, il faut savoir de temps en temps faire la place pour les plantes qui vont venir derrière. Donc il faut toujours avoir l'œil, on laisse faire, mais il faut équilibrer. Là, on est dans ce qu'on a appelé le jardin d'été. Donc là, on est au tout début, puisqu'on est début juin. Donc il y a les premières couleurs. Souvent, dans les jardins où il y a des buis comme ça, les carrés sont complètement fermés. Et là, à chaque fois, on a essayé de laisser des côtés ouverts. Comme ça permet aux plantes de déborder un peu. Ça redonne un petit minimum de souplesse à côté de ces choses très structurées. Dès le départ, Sylvie et Patrick ont eu la volonté de jouer sur un contraste majeur, celui de donner à ce jardin une ossature stricte pour mettre en valeur une folie végétale. Comme si la proximité des côtes anglaises venait influencer les lignes sévères du jardin à la française. En fait, c'est un jardin de contraste. Et ce jardin qui est d'influence quand même assez classique, justement, il contraste avec ce verger qui est pas un endroit sauvage, puisqu'on travaille dedans et que finalement on le traite un petit peu comme un jardin, mais qui donne quand même une ouverture complète sur la campagne. Et là, je pense qu'il y a un dialogue entre le très structuré et puis le relativement libre. Je dis bien relativement libre. En fait, on l'a réorganisé, ce verger. Le fait d'avoir créé des allées tondues, ça permet d'aller jusqu'au fond du terrain de façon assez agréable et confortable et de voir de près ce qui se passe dans ces carrés naturels. Si on ne fait rien, on se retrouve ici avec énormément d'herbes. C'est tellement riche que les herbes vont monter à plus d'1 mètre de haut. Une des solutions, c'est d'installer cette petite plante miraculeuse qui s'appelle la rhinanthe.
Le fait que la rhinanthe s'installe, les graminées sont moins virulentes, ça crée des espaces. Et dans la mesure où on a installé des plantes, par exemple, on a installé ici des géraniums vivaces, s'il y a des espaces qui sont créés libres, les graines vont pouvoir tomber, atteindre le sol et germer. Donc l'idée, c'est de freiner les ardeurs des graminées pour laisser l'opportunité aux plantes de lever. Il y a des choses sympas là que je n'avais pas vues. Sylvie nous dévoile la partie qui a donné son nom à l'ensemble, le jardin plume. Nous sommes ici au royaume des graminées, une large famille botanique qui a mis du temps à gagner l'affection des jardiniers. Évidemment, pour répondre à ce thème, il fallait choisir des plantes en conséquence. Donc il fallait qu'elles aient des floraisons fines et légères, mais pas seulement. Il fallait aussi que la silhouette, que les feuillages correspondent aussi au thème. Et on bénéficie, quand on est dans ce sens-là, d'un très beau contre-jour. Et ça, on l'avait remarqué dès notre arrivée. Et on travaille toujours par thème dans chaque partie de jardin. Et là, on s'est dit, pourquoi ne pas profiter de ce contre-jour? Et c'est de là qu'est parti le thème, c'est-à-dire des floraisons fines, légères, et qui pourraient se détacher sur ce contre-jour et être mises en valeur. Donc voilà, c'est le début du jardin plume. Là, évidemment, se trouve l'ouest, et en plein été, il y a parfois des tempêtes d'ouest, donc il fallait les protéger. C'est la raison de la présence de cette haie de buis. Alors au départ, évidemment, on n'avait pas pensé aux vagues. En fait, c'est le mouvement du vent dans toute cette végétation qui faisait comme un mouvement de vagues de tempête. C'est fait à l'œil, à la cisaille. Sébastien taille et nous, on est au loin et on lui donne nos directives, plus ou moins. Et c'est vrai qu'il a un sacré coup de main et que il faut y aller et puis il n'y a pas de repentir. Hein. Si vous vous trompez, c'est un trou. Depuis 20 ans, Sébastien est le complice indispensable de Sylvie et Patrick. C'est lui qui sculpte habilement les taupières, apprivoise les haies, dessine les allées et entretient l'architecture élégante du jardin au fil des saisons. Pour tailler les boules de buis, il faut se mettre vraiment au-dessus et les tailler comme on épluche une orange, c'est-à-dire du haut vers le bas. Et continuer comme ça tout le tour. Je travaille sans gabarit, je travaille que à l'œil. Donc ce que je suis en train de faire, je taille pas une boule de buis, je taille un clou. On voit bien la forme du clou d'ailleurs, parce que la boule de buis, c'est rond partout, jusqu'au pied. Là, on voit bien la forme du clou. Voici l'été dans le jardin plume. Le mois de juillet est le moment de la pleine floraison, éclatante et spectaculaire. Là, on est dans le jardin d'été. C'est le seul jardin où vraiment on a fait une sélection de couleurs. Dans tous les autres jardins, c'est pas le cas. Là, on a volontairement restreint la palette aux couleurs chaudes. Donc, on ne voit pas ici de couleurs froides. Il n'y a pas de bleu, pas de rose et de choses comme ça. En fait, on est toujours à l'affût du rouge en été. Et on est tombé sur un dahlia qui s'appelle Éole. C'est un dahlia rouge simple avec le cœur jaune. Ici, il vaut mieux avoir des plantes assez hautes parce qu'il faut qu'elles ressortent, qu'elles dépassent les petites haies de buis. Le jardin plume fait partie d'un courant moderne de l'art des jardins appelé New Perennial. Son chef de file, le paysagiste néerlandais Piet Oudolf, préconise l'association de vivaces pour recréer l'émotion d'un paysage naturel. Le promeneur a ainsi l'impression d'être immergé dans une végétation spontanée. Qu'est-ce que les fleurs nous apprennent de leurs jardiniers ? Cette question passionne Martine Berg. Ethnologue du fleurissement, elle est spécialiste des liens qui se tissent entre les végétaux et les hommes. Elle témoigne du phénomène récent en France d'un basculement des jardins maîtrisés vers les jardins au naturel. Ce jardin plume donne une vision assez harmonieuse de la nature.
Il a un côté jardin d'Éden, en fait. Et donc, c'est un jardin où l'œil se régale. Ce jardin, qui est donc un jardin reflet de notre rapport au monde, finalement, eh bien, il devient aujourd'hui la façon légitime de penser le fleurissement, en fait. On est dans un jardin naturel, évidemment. Ce type de jardins sont relativement récents parce qu'il y a un rapport à la nature et à l'environnement qui s'est modifié. Et comme le jardin exprime toujours la société, le jardin de Vivace aujourd'hui est là pour exprimer notre nouveau rapport à la nature. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors il faut rappeler quelques grands traits de l'histoire de l'horticulture qui s'est développée à partir du XVIIIe, mais surtout au XIXe, avec une explosion du nombre de variétés et d'espèces cultivées, mises en culture. Et la palette va considérablement se réduire en fait au fil du XXe siècle. On va avoir que 10 espèces qui vont porter par contre une multitude de variétés. Et donc c'était ce fleurissement-là qui était à l'honneur dans les jardins privés et aussi dans le fleurissement des espaces publics. Et du coup, dans les années 80, les paysagistes alarment sur l'appauvrissement de la palette végétale. Les jardins de Vivace apparaissent à cette période-là parce que dans la société, il y a toute une prise de conscience par rapport aux problèmes environnementaux et les fleurs se mettent à porter ce discours critique sur l'environnement et à vouloir exprimer un rapport à la nature différent. Il y a quand même un paradoxe, c'est de vouloir faire l'éloge de la nature et d'autant la travailler. Voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la couture, du chef d'orchestre. Il y a beaucoup d'interventions humaines dans ce jardin au naturel. C'est de la domestication, mais à un sens extrême, en fait. L'été progresse dans la chaleur du mois d'août. S'il est un endroit où la belle saison s'exprime pleinement, c'est bien dans le jardin de fleurs, à l'ouest de la prairie. Ici, aucune graminée, mais des plantes annuelles et des plantes vivaces dont les floraisons s'enchaînent tout au long de l'été. L'ancien propriétaire, il avait un potager à cet endroit. Donc quand on est arrivé, on a agrandi l'endroit, on l'a entouré d'une palissade. Et on a changé le thème, c'est le jardin de fleurs, mais on a gardé la structure, c'est-à-dire qu'on a gardé les allées, on a gardé la disposition en l'agrandissant, et surtout on a gardé les alignements, comme dans les potagers. Donc on travaille avec des plantes vivaces, et ces vivaces on les met en alignement. Et autour de ça gravitent des annuels, des bisannuels. Bon, évidemment ça fait un éventail de possibilités au niveau des floraisons. Mais ça demande beaucoup de travail sur toute l'année parce que on intègre constamment des fleurs nouvelles pour prendre et faire le relais entre celles qui ont fini de fleurir et celles qui vont fleurir. Ce qu'on avait intégré les années d'avant, on a gardé. Donc ça fait, on pourrait dire comme 20 ans de réflexion qui sont dans ce lieu. Et ça fait comme un millefeuille, mais qui aurait 20 étages, une grosse gourmandise. Et cette diversité, on peut le voir aujourd'hui parce qu'il fait beau, amène beaucoup d'insectes. Les papillons, les insectes sont très nombreux parce que justement, il y a cette diversité et qu'il y a toujours de quoi se nourrir. Il y a un nouveau cosmos qui s'appelle le Cupcakes, que j'ai mis dans un grand bac en bois. Et il est très beau. C'est une fleur pleine, frisotée,
Ça fait comme une petite coupe. Il y a tout un dégradé de couleurs qui va du blanc au rose le plus soutenu. Et surtout, il est sur une tige très haute et il bouge constamment. C'est vraiment un régal. Il y a des petits clins d'œil au fait que c'était avant un ancien potager. Parce qu'on a des fleurs de carottes. Si on regarde de près, la fleur fermée, c'est un bijou. Quand ça s'ouvre, c'est encore un bijou, mais différent. Et il y a cette année un nouvel hybride de carottes qui est apparu et qui décline toutes les couleurs. Et alors, la floraison va du rose assez pâle au presque rouge très sombre. Et ça, c'est tout nouveau. Et c'est vraiment intéressant. On voit des têtes d'ail, là, par exemple, dans l'origan. Et ça, ce qui est en fleurs, c'est un poireau. Et c'est le poireau qui était là quand on est arrivé il y a 20 ans, qu'on laisse se ressemer à certains endroits. Alors lui, c'est le poireau d'origine, mais on a mis d'autres comme l'ail rocambole. Alors l'ail rocambole, on peut voir, il est trop rigolo, il fait toute une forme un peu bizarroïde. Et moi, c'est un régal quoi, de découvrir ces choses un peu incroyables. La nature est tellement riche et diversifiée que voilà, c'est le plaisir des yeux. L'automne s'installe sur le jardin Plume. Des lumières douces et des couleurs plus chaudes annoncent sa métamorphose. C'est à cette période que le jardin prend toute sa légèreté. Cette saison n'en a pas fini avec les fleurs, bien au contraire. Les floraisons les plus exubérantes nous attendent dans le jardin d'automne, dans une profusion d'odeurs et de couleurs. L'idée qu'on a eue, c'est de retrouver les impressions de l'enfance quand on pouvait se balader dans les jardins, que toutes les plantes nous paraissaient très grandes en fait. Et on a voulu essayer de donner cette impression d'immersion au milieu des plantes. Quand on passe dans les allées, les plantes viennent sur vous. Alors, on peut ne pas aimer, mais moi j'adore ça. Les plantes se recourbent, on a l'impression de se frayer un chemin. Et c'est un peu cette impression qu'on a voulu donner. Naturellement, il y a une espèce de mélancolie. Enfin, l'automne, il y a quand même la fin de saison, l'été est fini. Et c'est vrai que le fait d'amener beaucoup de floraison à ce moment-là, on essaie de prolonger un petit peu la saison. On se dit, non, c'est pas fini, il y a encore des choses. Tout le monde pense automne, tout le monde pense astère. On a pris tous les astères qui étaient grands. Ils sont tous un peu à la même hauteur, donc il faut donner de l'élan à tout ça. Alors, c'est accompagné dans ce jardin de grands miscanthus. Et ce miscanthus, c'est une sélection de chez nous. Donc, il s'appelle Saturnia. Le côté un peu romantique est accentué justement parce que ce miscanthus a une floraison très recourbée. C'est lui qui donne l'élan et qui donne le rythme. Sylvie et Patrick ont invité Hervé Bruno, historien reconnu des jardins et du paysage. Il est directeur de recherche au CNRS. Vous connaissez cette plante? Ça sent bon, ça. On n'a pas de frontières, en fait. Hein. C'est vraiment, selon les thèmes, on utilise tout ce qui est possible d'utiliser et qui va bien correspondre à la fois au terrain et à la fois au thème. Moi, j'aime beaucoup ce Solidago, là, Fireworks. Il est sympa. Hein.
Sylvie conduit Hervé Brunon au cœur d'une masse végétale, vers un lieu secret. Au départ, il était prévu une structure haute, et puis on n'a jamais trouvé l'inspiration. On a laissé ça en attente pendant 4-5 ans sans jamais trouver. À la sortie d'un dédale d'herbacées, l'impression est saisissante. Le son de la campagne s'étouffe. En contraste avec l'exubérance du jardin, le cloître au miscanthus est un enclos zen et reposant. Ce qui est caractéristique du jardin plume, mais de tous les jardins qui sont bien conçus, c'est qu'il y a une intelligence par rapport au site, par rapport au lieu. Souvent, dans un dessin de jardin, ce qui compte, ce sont les arbres qui structurent, ou alors des éléments minéraux, des terrasses. Ici, ce sont des plantes herbacées qui arrivent à donner cette structure. Ce qui donne un jardin un peu intemporel, qui se renouvelle d'année en année et qui, en même temps, n'a pas, comme dans beaucoup de parcs, le vieillissement des arbres. C'est cette idée d'avoir un jardin qui ne semble pas avoir d'âge. Il n'y a pas une seule manière de voir le jardin au naturel. Je dirais que ce qui s'est beaucoup affirmé depuis une vingtaine d'années, c'est la part essentielle du végétal. Et donc, dans les espaces publics, on avait des aménagements en béton, des choses assez dures. Il y a eu un retour d'intérêt pour les plantes vivaces. Alors, par exemple, Piet Oudolf, paysagiste néerlandais, est quelqu'un qui s'est intéressé à la phytosociologie, donc à la manière dont les plantes cohabitent les unes avec les autres, se font de la compétition entre elles. Et son idée, c'est de composer les jardins en tenant compte des besoins spécifiques des plantes et de leur manière d'interagir. Et ce qui est aussi caractéristique d'une chose, c'est que le jardin est toujours un lieu d'application et de mise en espace des savoirs les plus récents. Ça traverse toute l'histoire des jardins. Les propriétaires n'utilisent pas de produits phytosanitaires. Il y a tout un travail sur le compost qui est évidemment essentiel et qui permet de recycler la matière végétale et qui permet aussi d'amener des semis spontanés dans les plates-bandes, dans les massifs. Et donc il y a une dynamique de renouvellement et un équilibre comme ça entre les plantes qu'on installe et les plantes qui viennent d'elles-mêmes. Et quand on se promène, on voit qu'il y a une multitude d'insectes qui sont en train de butiner. Donc il y a une biodiversité qui est évidemment très, très riche, qui est à la fois une biodiversité cultivée et une biodiversité spontanée. L'observation fait que, par moment, c'est la nature qui va nous donner la réponse. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une plante qui va se ressemer là, qu'on a gardée. C'est un plus. On n'y avait pas pensé. Ça, c'est la nature qui donne la réponse. Mais parfois, c'est nous. C'est-à-dire que dans une scène, on va voir que c'est pas assez équilibré, le rythme n'est pas bon. On va changer la plante de place. Et c'est un jeu subtil entre les deux. Et c'est, je sais pas comment dire, une observation et puis un respect de chaque côté. Il faut vraiment ce respect. On a le respect avec les animaux, on a le respect avec les êtres humains. Il faut avoir le respect de la nature et des plantes. Et nous, on travaille sur cet endroit-là qui n'est pas facile, mais qui est un régal, quoi, parce que c'est tout le temps, quoi. Il faut observer, il faut être attentif, et puis il y a cette immersion dans la nature qui fait que vous avez un plaisir d'être. Enfin, nous, on adore ça, donc on est comme des poissons dans l'eau, quoi, en quelque sorte. Tout au long de l'automne, les floraisons se sont éteintes les unes derrière les autres. Sylvie récolte des graines en perspective des semis d'hiver. Juste avant les premiers jours de novembre, les carrés de la prairie sont fauchés, ce qui annonce la fin de la saison. Ce travail permet d'améliorer la diversité des espèces. Le brassage des végétaux montés en graines disperse un semis naturel qui fera renaître une prairie plus riche. Moi, je pense qu'un jardin, il vit du temps du vivant des jardiniers, de ces jardiniers, de ceux qui l'ont créé. À partir du moment où ils ne sont pas là ou qu'ils ne peuvent plus gérer le jardin, si d'autres personnes commencent à entrer en jeu, ça devient autre chose. Moi, j'y crois pas trop. C'est très compliqué de continuer à faire vivre un jardin après que les jardiniers qui l'ont créé soient plus là. Ce genre de projet, je crois qu'on ne peut pas le faire sans amour parce que notre vie entière est réglée par le jardin. Donc s'il n'y a pas de l'amour là-dedans, je crois qu'on ne le fait pas, quoi. C'est pas possible.